Bonjour à tous, chers participants. Je m'appelle Anaïs Nguyen et je suis conseillère en développement des marchés internationaux à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série Sur la route de l'internationalisation, qui porte aujourd'hui sur le thème des opportunités d'affaires dans les marchés porteurs en Afrique. Donc, permettez-moi d'abord de remercier nos partenaires, à savoir Investissement Québec International ainsi que Développement économique Canada pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Donc, j'aimerais prendre un court moment pour vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de Q&A, donc questions-réponses, qui se trouve en bas de votre écran. Donc, ce webinaire sera modéré par mon collègue d'Investissement Québec International, Alain Carrier, conseiller expert exportation en Afrique. Alain, c'est à toi. Merci Anaïs pour la présentation. C'est toujours un plaisir de travailler avec la Chambre de commerce de Montréal et également avec toi, Anaïs. Alors, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et surtout merci d'être présent en si grand nombre ce matin. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler du potentiel du continent africain ainsi que pour vous présenter comment Investissement Québec International ainsi que ses partenaires et collaborateurs peuvent vous accompagner sur le continent dans votre développement d'affaires. Comme plusieurs d'entre vous le savent, le gouvernement du Québec a procédé au cours des 2 dernières années à une vaste réorganisation des services offerts aux entreprises. Cette réorganisation s'est notamment traduite par l'élargissement du mandat d'Investissement Québec, qui est la porte d'entrée des entreprises qui ont des projets de développement. Investissement Québec est aussi responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des orientations économiques en matière de commerce international au gouvernement. En fait, l'un des grands objectifs de cette réorganisation est de faire passer la part des exportations du Québec en termes de PIB de 47 à 50 %, ce qui veut dire en fait éliminer le déficit commercial qui était de 10 milliards avant la COVID. Cette réorganisation a été réalisée en intégrant notamment les services du ministère de l'Économie et de l'Innovation, notamment les directions régionales et Export Québec. En fait, chez Export Québec, j'ai été responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement d'affaires pour le continent africain pendant une dizaine d'années avant de me joindre à Investissement Québec lors de la réorganisation avec un mandat élargi. En fait, je sillonne le continent africain depuis près de 25 années. J'ai eu le privilège de me rendre dans une vingtaine de pays, dans toutes les régions du continent. Et je dois dire que j'ai été privilégié de pouvoir faire ça, autant pour des raisons professionnelles, académiques que culturelles. Alors, avant de débuter, j'aimerais aussi qu'Investissement Québec International et Desjardins se sont associés pour organiser une table ronde portant sur les enjeux du financement sur le continent africain. Je vous reviendrai un peu plus tard au cours de la présentation sur ce sujet. Alors, je vais partager ma présentation. Je vais le faire. Donc, est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon? Oui, okay. C'est très bien, Alain. Donc, au cours de ce webinaire, vous aurez l'occasion d'entendre 3 de mes collègues qui sont basés sur le continent africain dans les représentations du Québec à Dakar, à Rabat et à Abidjan. Chacun de mes collègues feront des présentations qui seront suivies de 2 témoignages d'entrepreneurs et finalement, nous aurons une période de questions. Un instant, je vais changer de slide. OK. Mais d'abord, mon exposé va comporter 3 sections. Soit d'abord une présentation d'Investissement Québec. Ensuite, je vais dresser un portrait de l'approche et de l'expertise d'Investissement Québec International pour le continent africain. Et finalement, je vais vous présenter les marchés géographiques et sectoriels porteurs, ce qui est en fait le cœur de la présentation aujourd'hui. Alors, on va y aller avec Investissement Québec, présenter l'organisation. Je vais y aller rapidement parce que les gens au Québec connaissent bien Investissement Québec, qui est en fait un des 2 moteurs financiers du gouvernement du Québec. Notre mission, c'est vraiment le développement économique du Québec, donc participer activement au développement économique, stimuler l'innovation et la création d'entreprises. Les offres, c'est vraiment du financement. Au niveau d'Investissement Québec, que ce soit du financement, du capital de risque, du prêt, etc. Il y a beaucoup de solutions qui sont faites par Investissement Québec. Donc, je vais aller rapidement à Investissement
Investissement Québec international, qui est en fait ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. Il y a deux grandes branches dans Investissement Québec international. Il y a l'attraction d'investissements directs étrangers et le soutien à l'exportation et à l'internationalisation. Donc, c'est sur ce sujet que l'on va parler ce matin. Rapidement, l'organigramme, on a quatre grandes directions géographiques. Moi, je fais partie de la direction ici Europe, Afrique et Moyen-Orient. Donc, vraiment, notre spécialité, c'est l'accompagnement à l'exportation. Donc, notre rôle est vraiment aider les entrepreneurs du Québec à prendre les meilleures décisions d'affaires dans leurs projets hors Québec. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'Investissement Québec compte maintenant 1000 employés, mais du côté exportation, on est plus d'une centaine qui sont répartis partout au Québec et également dans les bureaux du Québec, au Canada et à l'étranger. Ça, je vais passer rapidement sur cette slide, mais c'est un peu pour dire, en fait, c'est un peu notre cheminement des entreprises. En fait, on travaille beaucoup avec les grandes et moyennes entreprises. On évalue les demandes des entreprises et notre rôle, c'est vraiment de les aiguiller vers le meilleur partenaire possible pour les aider dans leur développement d'affaires, notamment les représentations du Québec à l'étranger et au Canada, mais également de bien évaluer les demandes des entreprises, à savoir qu'on travaille des OPEX qui est partout au Québec et également beaucoup de partenaires au niveau financier. Donc, c'est vraiment l'offre de services, si on peut dire, qui est présentée de façon succincte là-dessus. Donc, notre clientèle, les PME et aussi les grandes entreprises. Donc, ça fait partie des nouvelles orientations d'Investissement Québec, de travailler de plus en plus avec les grandes entreprises. Comme je l'ai dit en début de présentation, si on veut éliminer le déficit commercial, il y a une marge assez grande à combler. Donc, on s'est donné comme orientation de travailler ce volet-là de plus en plus. Donc, nos formes d'accompagnement, suivi individualisé et de groupe. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on faisait chez Export Québec et c'est ce qu'on continue à faire encore chez Investissement Québec. Donc, vous voyez beaucoup d'activités de groupe ou individuelles que l'on fait. Donc, on voit quand on fait des missions, là, on en a fait moins en raison de la COVID, mais c'est quelque chose qu'on fait, autant des missions que l'accueil de délégations, ça fait partie de notre offre de service. L'expertise, ça c'est important ici. On a, à gauche, on voit qu'on a 9 secteurs primaires et sur la ligne en haut, c'est plus nos territoires géographiques. Donc, on a 10 experts géographiques, donc moi, c'est sur l'Afrique, et on a 40 spécialistes sectoriels qui couvrent l'ensemble du globe, si on peut dire. Donc, dans les 9 secteurs qui sont là. Donc, ça, c'est important d'avoir ça en tête, de bien le regarder. Si vous avez des services ou des produits qui sont reliés à ces secteurs d'activité, de bien comprendre que on a des conseillers qui sont spécialisés pour vous. Si vous avez des produits ou services qui ne cadrent pas dans ces secteurs prioritaires, ben, à ce moment-là, on fait, c'est du cas par cas. Et à ce moment-là, on regarde dans quel secteur ça pourrait s'intégrer. C'est un peu l'approche qu'on a en fait. Donc, on a le NEG en fait dans la direction Europe, Afrique, Moyen-Orient. Je vous laisse le temps peut-être de prendre en note si vous avez si vous aurez des questions à faire, ben, ce sont vraiment ces 9 personnes-là avec qui je travaille. Et puis, vous avez leur adresse courriel. Si c'est par exemple la construction, vous voyez, c'est Jocelyn Néron qui est là, donc vous pouvez lui écrire et lui pourra voir un peu avec vous quels sont vos projets. C'est la même chose pour tous les secteurs. Ça, c'est important de le faire parce que dans le cheminement des entreprises, on est la porte d'entrée, comme je disais au départ. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on peut évaluer vos besoins, vos demandes, et après ça, faire des références soit au Bureau du Québec ou ailleurs en fonction des besoins de chacune des entreprises. Donc, je crois de toute façon que la présentation sera disponible après. Donc, au niveau du programme d'aide financière, on a un nouveau programme qui a été approuvé récemment, en fait, qui remplace le programme PEX que plusieurs d'entre vous connaissez probablement. Donc, on ne peut pas en dire beaucoup là-dessus, premièrement parce qu'on n'en sait pas beaucoup, mais il reste que c'est intéressant. Il s'en vient quand même des choses intéressantes pour nos entreprises, notamment au niveau de l'innovation, une certaine continuité au niveau du PEX, mais également le volet grande entreprise qui va s'ajouter à ça. Donc, la date à retenir, c'est plus novembre, mi-novembre, fin novembre, tout ça devrait être lancé officiellement. Donc, maintenant, je vais aller rapidement sur le côté approche, bilan et approche du QI.
avec Export Québec, on a vraiment été actifs sur l'Afrique et on continue de l'être de plus en plus. On a fait plusieurs missions depuis une dizaine d'années, beaucoup d'accueil de délégations. Donc, on a beaucoup fait d'activités, mais on veut vraiment encore intensifier nos activités qu'on a fait. Ça, rapidement, ce sont les pays où on a fait des missions. 18 pays, donc il y a une centaine de déplacements pays. Donc, il y a eu plusieurs, on voit les pays les plus dans lesquels on travaille le plus, ce sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Maroc. Ce sont les pays phares, de toute façon, sur le continent africain. Mais également, on pense que c'est toujours intéressant d'avoir une vision plus large du continent en explorant des opportunités qui se pointent pour nous. C'est un peu pour développer notre connaissance du continent. Donc, notre valeur ajoutée, je pense, à force de travailler avec les entreprises, je pense qu'on peut voir rapidement est-ce que les projets ont vraiment du potentiel. On comprend bien le monde des affaires et de la finance. Donc, on a un vaste réseau de partenaires, on a les ambassades du Canada. Donc, c'est un peu notre valeur ajoutée qu'on a. Puis, on représente aussi l'État. Aussi, on a une institution financière, donc on peut miser sur ces deux forces lorsqu'on travaille en Afrique notamment. Donc, les aspects stratégiques, bon, je l'ai dit tout à l'heure, les grandes entreprises, consortiums, ça, c'est quelque chose qu'on veut développer de plus en plus sur le continent. Les PME avec un fort potentiel de vente ferme, c'est vraiment ce qu'on vise. L'approche sectorielle géographique, une combinaison des deux, un équilibre entre les deux. Donc, de plus en plus, comme on a intégré Investissement Québec, donc le volet financement prend de plus en plus de place. Et puis le rayonnement, c'est vraiment avec nos représentations du Québec, c'est important, mais également avec les ambassades canadiennes pour avoir une couverture quand même la plus large possible du continent. On voit ici le réseau économique du Québec. Tout à l'heure, on aura la chance d'entendre trois de mes collègues, donc ils vont pouvoir parler plus en détail de leur offre de services pour chacun des territoires. Donc, ensuite, c'est important de mentionner que sur le continent africain, on a une couverture où on a des relations établies depuis longtemps avec à peu près toutes les ambassades et les bureaux du gouvernement du Canada, que ce soit au commissariat, bureaux commerciaux, etc. Donc, EDC également, la Corporation commerciale canadienne. Donc, c'est des partenaires qui sont très importants pour nous sur le continent africain. Comme par exemple, j'ai une demande récemment d'une entreprise qui a un projet en Angola. Donc, je sais que l'Angola est couvert par l'ambassade du Canada au Mozambique, compte tenu que c'est des pays portugais. Donc, on est capable au moins d'orienter, au moins de donner un service minimal pour le maximum de pays possible. C'est vraiment ce qu'on vise. Donc, autant lorsque les ambassades sont là, tant mieux. Lorsqu'elles ne sont pas là, ils couvrent quand même un certain nombre de pays. Donc, ça nous permet d'offrir le maximum de réseau à nos entrepreneurs parce qu'on travaille tous pour la même chose, en fait. Nous, ce qu'on a à cœur, c'est le besoin des entreprises et leurs résultats. Donc, l'objectif est vraiment celui-là. On se ramène toujours à ça. À chaque matin, on se dit, est-ce qu'on remplit notre mandat d'aider nos entreprises? C'est vraiment ce qu'on a en tête. Donc, de plus en plus, les institutions financières locales au Canada et également en Europe et en Afrique, beaucoup d'entreprises travaillent avec des institutions financières européennes pour attaquer le marché africain, si on peut dire. Donc, les modèles, il y a vraiment le modèle privé-public, ça c'est important, mais il y a beaucoup, on peut le décortiquer plus que ça, mais ça c'est important d'avoir ça en tête. C'est des approches qui sont différentes. Ça, je vais aller rapidement, c'est un peu ce modèle-là qui est un peu éclaté en différents volets, en différentes sous-catégories. Donc, maintenant, les marchés sectoriels et géographiques, ça c'est important. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qu'on a en tête lorsqu'on travaille avec les entreprises, parce qu'il faut tenir compte du contexte géographique, politique, économique, juridique. Nos firmes de génie, nos cabinets d'avocats maîtrisent autant le common law que le droit civil. Donc, ça, c'est important partout sur le continent. Sur le plan des différents reculs par rapport à ces considérations-là. Donc, côté politique, là, on sait qu'en Afrique, excusez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc, sur le plan politique, on sait que les pays africains sont beaucoup centralisés. Donc, c'est aussi important d'avoir ça en tête, que les décisions sont très centralisées. Donc, on tient compte de tous ces aspects-là.
J'ai perdu la connexion. Bonjour, salut, rejoindre votre vocal de chance du tournoi. Veuillez laisser un message ou rappeler un appel pour le télé. I have reached out to the girl voicemail. Please leave a message. I'll get back to you as soon as possible. Ouais, non. Bon, est-ce que je suis revenu? Désolé. Oui, Alain, tu es toujours en ligne, tout est bon. OK, désolé. C'est comme... Donc, j'essaie de voir un peu. Un instant. Donc, on va changer de slide. Est-ce que vous voyez bien la présentation encore? Oui? Oui, Alain. Oui, d'accord, parfait. OK. Donc, les principaux marchés géographiques, donc, on revient à ça, un peu l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Évidemment, ces marchés-là, ce n'est pas exhaustif. Donc, ça peut changer beaucoup en fonction de différents facteurs qui sont les mouvements, les contextes sociopolitiques, l'aspect sécuritaire. Mais vous allez voir tout à l'heure avec nos bureaux du Québec, ils vont en parler encore plus en détail, mais c'est un peu, si on fait un survol, c'est un peu ce qu'on peut dire. Les marchés sectoriels porteurs, en fait, dans tous ces secteurs d'activité, il y a beaucoup d'entreprises présentement qui font affaire en Afrique. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Qui est en train de faire des stades au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu bientôt. Donc ça, c'est fait par des entreprises du Québec. D'autres entreprises qui sont beaucoup actives dans les technologies de l'information et des communications. Ça, il y en a beaucoup au Québec qui sont dans ce secteur-là, autant dans le domaine logiciel, conseil que télécommunications. Les mines, bien sûr. Tout le monde sait que le secteur des mines est important pour nos équipementiers québécois qui vendent beaucoup dans plusieurs pays, avec plusieurs compagnies canadiennes notamment. Donc ça, c'est vraiment un secteur qui est un secteur phare. Les marchés publics. Ça, c'est important. Un peu, ça va avec les services. Donc, tout ce qui est Banque mondiale, Banque africaine. Justement, hier, on avait une rencontre, parce que je suis au Sénégal présentement, avec la Millennium, le gouvernement qui a fait un don de 550 millions de dollars US, vraiment un don, pour des projets en énergie au Sénégal. Donc, pour les 3-4 prochaines années, donc ce projet-là vient d'être lancé, il sera même lancé au mois d'octobre. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires dans le domaine d'énergie avec le MCC qu'on appelle le MCA. Donc, tous ceux qui ont de l'expertise dans le domaine de l'énergie, je pense que c'est important de contacter Sénabouba, qui, tout à l'heure, vous avez vu son nom. Donc, il y aura une rencontre qui va avoir lieu le 21 octobre prochain. Donc, justement sur le lancement de ce vaste programme. Au niveau de l'énergie également, les besoins sont immenses. On a plusieurs compagnies québécoises qui sont là, qui font affaire, surtout dans le domaine de l'hydroélectricité. Là, on parle beaucoup des firmes de génie conseil, en fait. Donc, beaucoup ça. Dans le domaine solaire, les besoins sont grands. Toutefois, québécoises, on est plus au niveau peut-être des technologies, comment optimiser les réseaux. Au niveau de l'hydroélectricité, on a à peu près toutes les grandes firmes de génie conseil qui font des études environnementales sur les lignes de transmission. Donc, ça, c'est vraiment important. L'agriculture également, c'est important. Donc, il y a beaucoup de besoins à ce chapitre-là. Donc, juste rapidement, tout à l'heure, je vous parlais d'un stade de foot. La semaine dernière, j'étais à Yaoundé. Donc, ça, c'est le stade qui a été fait par une compagnie québécoise, Stade Olympique. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. J'ai eu la chance de le visiter. Ça, ce sont les stades, les stades corporatifs. En fait, et ensuite, aller les Lions, ça, c'est le club du Cameroun, les Lions indomptables, qui vont défendre leur titre là, après 4 années. Donc, ça, c'est dans la chambre des joueurs, en fait, qui n'est pas encore officiel. Mais donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'on a des compagnies québécoises qui sont là partout en Afrique, qui font des choses vraiment impressionnantes. Et je pense qu'il n'y a aucune raison de penser qu'on ne pourrait pas percer ce marché-là, peu importe la grandeur de notre entreprise, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, pour moi, c'est important de le montrer parce que c'est vraiment un drapeau pour nous, c'est de dire qu'on a contribué à ça, dans le fond, et le stade notamment. Et peut-être une dernière chose en terminant, avant d'aller à l'entente qu'on a avec Desjardins, on travaille également en Afrique avec une usine. Et vraiment, on est en train de travailler avec elle pour voir comment on pourrait
optimiser leur production, accroître leur production. Donc là, ça, c'est un projet quand même qui risque d'être assez important, de générer quand même des retombées importantes. Et vraiment de conseils et pour en venir à vraiment à une vente ou un positionnement de plusieurs entreprises québécoises dans le domaine des équipements. Donc ça, c'est des discussions qu'on a quand même depuis quelques temps, qu'on poursuit, qui nous apparaissent assez intéressantes et prometteuses. Ça, c'est bon. OK, table ronde Desjardins, je vais terminer avec ça. Donc, c'est important de dire qu'on a eu une entente avec Desjardins pour organiser une table ronde dont le thème sera les enjeux du financement sur le continent africain. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Donc, ça va avoir lieu le 20 octobre, c'est maintenant qu'on a fait récemment. Donc, l'objectif de ça, c'est vraiment d'échanger avec des entrepreneurs qui ont des enjeux de financement pour des projets en cours, notamment vraiment des projets en cours, puis évaluer comment Desjardins, Investissement Québec et d'autres partenaires financiers pourraient travailler ensemble pour développer des solutions financières pour les soutenir dans leurs projets. Donc, on veut y aller vraiment très, très concret et le nombre de places est limité. Alors, moi, j'invite les gens qui font face à des enjeux financiers, qui ont des projets concrets présentement à m'écrire. Et puis, on va regarder comment on peut travailler ensemble autour de cette table ronde où il y aura quand même des gens, il y aura d'autres participants également, d'autres participants qui sont vraiment connaissants sur le plan du financement. Donc, je vous invite à m'écrire sur cette adresse courriel. Donc, ce sera partagé, mais je vous invite vraiment à m'écrire pour manifester votre intérêt. Donc, là-dessus, je termine ma présentation. Agnès, si tu veux départager, puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous parler, donc à nous poser vos questions. Donc là-dessus, on poursuit avec nos collègues du Québec. Donc, comment ça va se passer? C'est que nos trois collègues sont Saïndou Bamba, qui est attaché aux affaires économiques à Abidjan, Kadi Sey, qui est notre attaché économique à la délégation générale du Québec à Dakar, ainsi qu'Othman El Amrani, qui est attaché économique à notre bureau du Québec à Rabat. Donc, au cours des 20-25 prochaines minutes, ils vont vous présenter l'offre de service et puis voir comment ils peuvent vous accompagner dans vos développements d'affaires. Alors, Saïndou, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Alain. Bonjour à tout le monde. Avant toute chose, je tenais à m'excuser de petits problèmes de son qu'on a eu précédemment. En fait, je tenais à remercier Alain et puis à remercier également la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'opportunité offerte de parler de nos territoires respectifs. Il est important ici de mentionner que l'équipe des attachés économiques des bureaux du Québec en Afrique, c'est quand même plus de 30 années d'expérience professionnelle au Québec et une vaste connaissance naturelle des territoires que nous couvrons. Individuellement, chacun de nous a passé quand même, en tout cas, a vécu au Québec. Chacun de nous a eu une carrière professionnelle au Québec. Donc, moi, je me plais toujours à dire à nos partenaires que c'est le meilleur des deux mondes parce autant on a une grande connaissance de l'environnement économique, de l'environnement culturel du Québec et on a une connaissance naturelle également de nos territoires respectifs. Alors, ceci étant dit, parmi les services que nous offrons sur nos territoires, nous recevons des demandes venant du Québec, quelquefois pour accompagner des délégations de donneurs d'ordre sur le territoire québécois. En effet, notre position sur le terrain nous permet d'avoir de l'information privilégiée sur les appels d'offres ou les appels à manifestation d'intérêt. Également, nous procédons à des vigies sur tous ces éléments et nous communiquons ces informations afin que nos entreprises du Québec puissent avoir la primeur de l'information. Enfin, il existe ce que l'on appelle des appels à projets de coopération bilatérale qui ont lieu chaque année. C'est des initiatives qui permettent aux entreprises du Québec d'établir des partenariats avec des entreprises locales. Actuellement, l'appel à projet Québec-Côte d'Ivoire est en cours
En tout cas, la fermeture de cet appel à projet aura lieu le 5 novembre. Donc, j'invite tous les partenaires à aller prendre plus d'informations sur le site du Bureau du Québec à Abidjan. Sur ce, j'ai passé la parole à Mme Hadi Sey de la Délégation générale du Québec à Dakar. Merci beaucoup, Sandou, pour cette belle introduction. Une autre chose aussi que l'on fait, c'est qu'on organise des missions commerciales. Donc, quand on parle d'organiser des missions commerciales, c'est des entreprises québécoises qui viennent sur nos territoires pour faire des rencontres. Une chose qui est très intéressante lorsqu'on parle de missions commerciales, c'est qu'il y a toujours un volet B2B. Donc, l'avantage de rencontrer des entreprises qui sont ici présentes, de lier des liens et par la suite voir pour des partenariats. Une autre chose que l'on fait, bien entendu, c'est la recherche de partenaires. Il n'est pas rare que des compagnies québécoises nous contactent pour nous demander si on a des références sur place à leur faire. Et bien entendu, on identifie des opportunités sur le territoire. Comme je me plais toujours à le dire, nous sommes vos yeux et vos oreilles ici sur le territoire. Donc, on fait une visite permanente, comme l'a si bien dit Sandou, et on est là pour aussi vous relever les opportunités qu'il y a sur place. Et maintenant, Othman. Merci Kadi. Alors, je vais continuer dans la même lignée de description des services offerts par nos trois représentations, en particulièrement le développement de liens privilégiés avec des donneurs d'ordre, qu'il s'agisse de grandes entreprises dans le Maghreb, de ministères, des agences gouvernementales et des associations culturelles. L'idée, c'est vraiment de se positionner comme un acteur local important de façon à être en mesure de tisser ces liens-là très privilégiés. Aussi, il y a l'accompagnement conseil aux entreprises qui se fait à travers trois sections, je dirais. Le premier qui serait un accompagnement individuel d'une entreprise particulièrement qui en fait la demande sur un sujet bien spécifique vis-à-vis de son besoin et de sa mission dans le marché que nous couvrons. Organiser des rencontres d'affaires avec les donneurs d'ordre avec lesquels nous avons justement établi ces liens privilégiés-là et offrir des conseils sur les pratiques d'affaires locales et surtout les différences culturelles qui jouent des fois un rôle assez important, qui me mène vers le troisième point, qui est la médiation commerciale, qui est un sujet assez vague, mais relativement précis dans la mesure où on est là pas juste quand ça va bien, mais on est là aussi quand ça va un peu moins bien, de façon à rétablir les canaux de communication, disons, qui ont peut-être été déjà rompus ou qui doivent être renforcés. Si vous le permettez, on passera directement à la présentation du Bureau du Québec à Rabat, qui couvre donc son mandat est régional, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, les trois places ou capitales économiques de chacun de ces pays-là, donc Casablanca pour le Maroc, Tunis pour la Tunisie, excusez-moi, Alger pour l'Algérie. Au niveau des atouts du Maghreb, bien évidemment, je ne pourrais pas malheureusement m'étaler comme on aimerait tous le faire vis-à-vis de nos territoires, tout simplement qu'on est limité par le temps, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Alors, les atouts du Maghreb, c'est que c'est trois économies industrialisées, compétitives et intégrées aux chaînes de valeur mondiales. Il y a des vols assurés à travers les trois villes que je vous ai nommées précédemment, directement avec Montréal. Il faut compter à peu près 7 heures pour se rendre et qu'il y a une importante diaspora maghrébine au Québec. Également, le Maghreb est considéré comme une porte d'entrée pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas nécessairement juste sur une visée 100% africaine, mais aussi ça vous permet d'avoir un reach, excusez-moi l'anglicisme, d'avoir un reach sur l'Europe et le Moyen-Orient. Plusieurs de ces pays-là, donc en somme, je vais tout simplement nommer les accords de libre-échange qui ont été signés avec les partenaires commerciaux dans l'Union européenne, les États-Unis, la Turquie, entre le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie et les pays du Golfe Persique, et également la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, qui est en cours. En fait, il doit y avoir une ratification sous peu. Maintenant, on va aller brièvement sur des données macroéconomiques. Essentiellement, ce qu'on cherche à montrer ici, c'est la stabilité au niveau autant des PIB, si on y va par chaque pays, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Comme vous voyez, le PIB par habitant est relativement similaire d'un pays à l'autre. Le PIB en somme est assez parlant également si on compare au niveau des populations de chacun des pays, à savoir le Maroc 36 millions, la Tunisie 11 millions et l'Algérie 43 millions. Donc proportionnellement, ça se rejoint en bout de ligne avec un taux de croissance
bon, qui est en 2019, bien évidemment, ces données-là sont toutes disponibles à travers, dans le fond, sont tirées de la Banque mondiale et donnent un portrait relativement important et intéressant vis-à-vis de ces trois pays-là et de ces trois économies. Taux d'inflation très contrôlé au Maroc, en Algérie. Il y a eu quelques enjeux au niveau de la Tunisie, ainsi que le taux de chômage, bien évidemment. Le ranking du Doing Business, qui est quand même un ranking assez international, malgré le fait qu'il y ait eu un changement récent qui est, dans le fond, éliminé cet indice-là. En tout cas, en 2019, le Maroc se positionnait en 60e position, la Tunisie en 80e, l'Algérie en 157e, mais on est très convaincu que les choses vont s'améliorer constamment dans les trois pays. Le taux de change, c'est essentiellement pour votre information personnelle, si jamais vous êtes suffisamment curieux à ce niveau-là. Au niveau des exportations totales, donc on parle de 29 milliards pour le Maroc, 15 milliards pour la Tunisie, 35 milliards de dollars US pour l'Algérie. Les principaux clients, donc comme vous voyez, c'est relativement similaire d'un pays à l'autre. Et surtout, le constat, c'est de voir disons, le faible positionnement du Canada en tant que client vis-à-vis de ces pays-là. Mais ce qui aussi nous intéresse particulièrement, c'est surtout le volet fournisseur. Et c'est là que notre travail est important. C'est de s'assurer de remonter cette pente-là, de se retrouver à la 44e position pour le Maroc, 104e pour la Tunisie et 41e. C'est évident que nous avons beaucoup de travail devant nous et nous attelons, nous trois, à trouver des façons de remonter ce positionnement-là. Nous aimerions, dans le fond, que le Canada se retrouve et le Québec particulièrement, qui est une énorme partie de ces exportations-là vers le Maghreb, soit bien évidemment remonté substantiellement vers le top 5, ça serait très, très apprécié. Si on pouvait passer. Merci, Kadi. Donc, au niveau détail des exportations, je ne vais vraiment pas trop m'attarder là-dessus. C'est essentiellement pour chiffrer ce que je viens de dire auparavant, à savoir la répartition Québec-Canada au niveau des exportations et aussi au niveau des importations. Donc, pour certains pays, on voit clairement que la balance commerciale est assez déficitaire et en tout cas, il y a clairement place à l'amélioration. Et je pense que le mot-clé, c'est de dire que on est bien parti, mais le plus gros du travail est devant nous et c'est avec vous que nous réussirons à bien positionner le Québec dans cet échiquier maghrébin. Merci, Cathy. Alors, tout simplement, vous parlez très rapidement également au niveau de Tangemed, qui est la plateforme par excellence au Maghreb, au niveau maritime, donc connectée à plus de 180 ports, 70 pays en 5 continents. C'est le premier port et première zone industrielle en Afrique, avec la première capacité portuaire en Méditerranée, 35e port conteneur dans le monde, ce qui est quand même assez important. Et ceci a été fait, je dirais, sur moins de 20 ans. Alors, c'est clair que la zone se développe, la région maghrébine se développe énormément, rapidement, et c'est le temps justement d'y consacrer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts, de façon à renforcer le positionnement du Québec. Alors, les secteurs d'excellence et les opportunités, clairement, l'environnement. Le Québec se distingue massivement, mondialement, au niveau du secteur environnemental, surtout particulièrement au niveau de l'eau, qui, dans la région, est un enjeu majeur. Au niveau également des énergies renouvelables, c'est évident que ces trois pays-là ont fait le virage déjà vers les énergies renouvelables. On parle du solaire, de l'éolien, mais clairement, il y a beaucoup de choses encore à faire. Les TIC, les technologies de l'information et communication, sont des secteurs très porteurs ici. L'infrastructure, clairement, l'automobile, l'aéronautique, deux pôles d'excellence ici, mais clairement qui a encore énormément d'opportunités. Au niveau logistique et les ressources naturelles, tout ce qui est minier, qu'on parle de l'Afrique de façon générale, c'est évident que le Québec est aujourd'hui fortement positionné au niveau minier, mais nous voulons également diversifier. Mais ceci étant, ça demeure un secteur où il y a énormément d'opportunités qui se présentent.
Et en conclusion, j'aimerais tout simplement vous montrer cette slide-là qui clairement nous donne, dans le fond, beaucoup d'informations, même s'il y a eu stagnation. Si on voit à peu près en 10 ans, disons, les exportations du Québec vers l'Afrique sont clairement, en fait, ça stagne, il n'y a pas d'autre mot pour l'utiliser, mais il y a des parts de marché qu'on peut gagner facilement, à savoir qu'on est actuellement évalué à 1,5% de ces parts de marché-là au niveau de l'Afrique. Donc, clairement, on a du travail devant nous et nous sommes là pour vous accompagner, chers entrepreneurs québécois, vers ce virage-là. Donc, là-dessus, je passerai la parole. Voici toutes les sources. De toute façon, vous aurez accès à la présentation. Vous verrez toutes les sources desquelles nous détenons toute l'information. Et merci beaucoup, Kadi. Je te repasse la parole. Merci, Othman. Donc, comme tu l'as si bien dit, Othman, il y a beaucoup à faire. Par contre, comme on l'a si bien mentionné, nous sommes vos yeux et vos oreilles sur place et on est là pour vous supporter. Donc, moi, pour ma part, je vais parler au nom de la délégation. Juste pour vous spécifier pourquoi on parle de délégation, parce que on couvre plusieurs secteurs d'activité, notamment la francophonie, mais également l'immigration, entre autres, et aussi la culture, et aussi l'économie, bien entendu. Et on a la chance de couvrir un territoire qui est assez large. Pour la délégation basée à Dakar, on couvre une douzaine de pays. Donc, pour la plupart des pays qui sont en Afrique de l'Ouest et deux autres qui sont dans le centre. Donc, vu le temps qui m'est imparti aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur trois pays que je considère qui ont beaucoup de potentiel, mais par la suite, si vous avez des questions pour d'autres pays que l'on couvre, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, le premier pays, bien entendu, c'est le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que le Sénégal, moi, je le définis comme étant un pays de stabilité et aussi d'opportunité. Le Sénégal, quand on parle du Sénégal, c'est une position géostratégique qui est très enviable. Le Sénégal est à l'extrême ouest du continent. C'est aussi un pays qui est très stable politiquement, avec un cadre juridique qui est très incitatif. Et le Sénégal a la chance de se placer parmi les 27 pays qui ont amélioré le plus leur climat d'affaires au cours des 10 dernières années. Donc, c'est non négligeable. En termes de secteurs d'activité qui sont très porteurs actuellement au Sénégal, bien entendu, on parle de l'agriculture et de l'agrobusiness. Pourquoi l'agriculture? Parce que de près ou de loin, 60% de la population active est reliée à ce secteur d'activité. Par contre, il y a énormément de besoins en termes de modernisation à faire. Donc, quand je parle de besoins en termes de modernisation dans le secteur agricole, on parle de tout ce qui est conditionnement, de tout ce qui est logistique de froid et de conservation, mais aussi de tout ce qui est infrastructure post-récolte. Il y a beaucoup de potentiel dans ce secteur. Donc, si vous êtes une compagnie qui vous écoutez aujourd'hui et que vous êtes spécialisé là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des portes qui peuvent être ouvertes dans ce sens. Bien entendu, les mines, quand on parle d'Afrique, on parle d'un territoire qui est très riche au niveau minier. Le Sénégal a la chance d'être parmi les principaux producteurs de phosphate. Par contre, le Sénégal se veut aussi être un hub minier. Donc, beaucoup de potentiel dans ce sens, notamment tout ce qui concerne la génie, tout ce qui est conseil, tout ce qui est aussi équipement lourd, entre autres. Et bien entendu, les infrastructures et les habitations. Actuellement, au Sénégal, il y a un constat qui est fait, à savoir qu'il y a un véritable déficit en termes de besoins et d'offres de logement. Donc, le gouvernement en a fait une priorité pour faire en sorte que ce gap puisse se resserrer. Donc, plusieurs projets dans ce sens, plusieurs potentiels. Encore une fois, si vous êtes dans ce secteur d'activité, aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir avec vous comment on peut travailler. L'autre pays dont je vais vous parler, bien entendu, c'est la Guinée. La Guinée, pourquoi la Guinée? Parce que la Guinée, je le considère comme étant incontournable quand on parle du secteur minier. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Guinée est le principal producteur de bauxite au monde. La Guinée détient plusieurs milliards, la plus grosse réserve de bauxite, à vrai dire, au monde. Quand on parle de bauxite, on parle de la matière première que l'on utilise pour faire de l'aluminium. L'aluminium, on l'utilise partout, notamment dans le secteur automobile. Donc, quand on parle de bauxite en Guinée, quand on parle de secteur minier, énormément de potentiel. Et le gouvernement en est conscient. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place un guichet unique pour les projets miniers, mais aussi qu'il y a un régime qui est très incitatif pour inciter les gens à venir investir dans ce secteur. En termes d'opportunités, il y a tout ce qui est ingénierie, études et conseils. Donc, les firmes de génie sont les bienvenues en Guinée. Tout ce qui est aussi transport et logistique, maintenance, installation et équipementier. Donc, tout ce qui est équipementier lourd, les entreprises de forage, les entreprises qui vendent des équipements pour le déplacement des minéraux sont à leur place également en Guinée. Et le dernier pays, le dernier et non des moindres que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Parce que le Cameroun jouit d'une place stratégique également au centre de l'Afrique. Le Cameroun est très proche du Nigeria. Le Nigeria qui est la première économie africaine.
Le Cameroun est très riche en ressources naturelles et en plus, c'est un pays qui est bilingue. Donc, y faire des affaires est extrêmement simple. Autre chose assez intéressante, c'est qu'il y a une économie qui est résiliente et à la fois diversifiée. Et quand je dis diversifiée, je parle d'une diversification qui est très large. Ça peut passer du niveau agricole, passer par tout ce qui est hydrocarbures également, le bois, tout ce qui est boisson, tout ce qui est consommation, entre autres. Donc, il y a beaucoup de portes qui peuvent être ouvertes au niveau du Cameroun. Et c'est un pays qui est au centre, comme je vous dis, qui a une zone stratégique qui fait partie de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc, si vous voulez aller en Afrique centrale, passer par le Cameroun demeure une bonne idée. En termes de secteur d'activité, il se répète quasiment avec le Sénégal, à savoir l'agriculture. Beaucoup de besoins là-dedans, beaucoup de besoins notamment en termes d'amélioration et de modernisation. Tout ce qui est construction. Tout à l'heure, Alain a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir très bientôt en 2022. Beaucoup de projets d'infrastructure en cours et on a la chance d'avoir des compagnies canadiennes qui sont impliquées dans ces projets. L'énergie, un sol très riche, donc beaucoup de potentiel également, et aussi tout ce qui est télécommunications et pharmaceutique. Pour les télécommunications, le gouvernement camerounais veut que le Cameroun soit l'un des leaders en termes d'informatique. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire là-dedans. Donc, encore une fois, si vous êtes une compagnie dans l'un de ces secteurs ou bien d'autres secteurs, ou bien que vous voulez développer d'autres zones géographiques sur notre continent, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Donc, maintenant, on va du moins retourner en Afrique de l'Ouest avec mon collègue Saindou. Merci beaucoup, Hadi. Alors, le Bureau du Québec à Abidjan, en fait, les territoires que nous couvrons bien sûr la Côte d'Ivoire. Nous couvrons également le Ghana. Nous couvrons également le Nigeria. Le Nigeria qui a une population de plus de 300 millions d'habitants. On couvre le Libéria et la Sierra Leone. Donc, c'est un pays francophone qui est la Côte d'Ivoire et puis 4 pays anglophones qui sont le Ghana, le Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone. Alors, nous avons déjà fait des missions d'exploration au Ghana et au Nigeria. Nous n'avons pas encore développé des activités proprement dites du côté du Libéria et de la Sierra Leone, mais le message à passer à nos entreprises, c'est si vous avez des activités dans ces pays anglophones, n'hésitez pas à nous faire part. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas développé que nous n'allons pas le faire. Alors, prochaine slide. Ici, une photo d'Abidjan, on appelle ça Abidjan, la perle des lagunes. Donc, passons à la présentation macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, on sort d'une situation, d'une crise entre les années 2000 et 2010. Et on doit dire que depuis la fin des années 2010, 2011, 2012, c'est un taux de croissance de 7% depuis 2012, avec une croissance du PIB en 2019 de 8,7%. Donc, la Côte d'Ivoire, pour la résumer en quelques chiffres, c'est la première puissance économique de la zone UEMOA et la deuxième puissance économique de la zone CEDEAO. Pour entrer un peu plus dans les détails, la Côte d'Ivoire se distingue au niveau de l'agriculture, dans le domaine du cacao, la cacaoculture, qui est le premier producteur mondial, également dans la noix de cajou, le deuxième producteur mondial, et dans l'EVA et le thon, c'est le premier producteur africain. Ne pas oublier également qu'on est septième producteur, c'est un pays minier, on en reparlera tout à l'heure, mais septième producteur africain en ce qui concerne l'or. Et dans le climat, dans l'amélioration du climat des affaires, il est à noter une croissance, une amélioration dans le magazine Doing Business quand même à ne pas négliger. Alors, les atouts de la Côte d'Ivoire, prochaine slide. OK, les atouts de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? En ce qui concerne les ressources naturelles, c'est un environnement biophysique et climatique favorable aux investissements, déjà. C'est 2 saisons de pluie, 4 grands fleuves. C'est un sous-sol qui est quand même assez riche en divers matériaux, riche en or, en fer, en manganèse, en nickel et en diamant. Ça, on verra ça plus tard. Un front de mer de plus de 250 km. Au niveau des infrastructures, il y a quand même eu une amélioration des infrastructures de qualité parce qu'une économie passe par ces infrastructures. Donc, on parle ici d'un réseau qui est quand même assez dense, un réseau routier qui est quand même assez dense, près de 82 000 km. C'est 2 ports en eau profonde, le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. C'est 3 aéroports de normes internationales et 6 aérodromes. C'est une voie ferrée qui relie la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui favorise le commerce, toutes sortes de commerce. Et c'est une autosuffisance énergétique qui est exportée dans les autres pays de la sous-région.
Donc, comme je disais, en ce qui concerne les investissements, on essaie beaucoup de faciliter les investissements privés en Côte d'Ivoire. Donc, le gouvernement a mis en place l'existence d'un guichet unique de promotion des investissements qu'on appelle ici le CPC. C'est un bureau qui facilite les formalités commerciales et puis qui permet de donner toutes les informations sur comment faire des affaires en Côte d'Ivoire. Il y a également des ressources humaines qui sont qualifiées et je voudrais mettre l'accent ici sur la performance de bonne gouvernance. Comme je le dis, c'est un pays qui a quand même connu une période assez difficile et puis qui est réparti quasiment de rien, si on peut dire. Donc, ça a été classé, la Côte d'Ivoire a été classée parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. En ce qui concerne le classement au Doing Business, il y a une amélioration quand même assez intéressante. On a parlé ici d'indice de développement humain qui est 35e en Afrique et 170e au monde. Et finalement, dans la lutte contre la corruption, Transparency International, la Côte d'Ivoire a été cotée comme étant un bon élève. Alors, rentrons dans les détails, parlons des secteurs et opportunités. Bien sûr, je l'ai mentionné, l'agriculture, mais plus spécifiquement au niveau de l'agriculture, toutes les activités ou les actions qui touchent la lutte au changement climatique et puis la transformation. Et la recherche et le développement. Je reviens sur la transformation. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte en Côte d'Ivoire que l'industrie de transformation permet de pouvoir canaliser l'économie du pays, de pouvoir même développer de pouvoir créer des axes de développement qui sont intéressants pour le pays. Donc, toutes les entreprises qui font affaire dans cette sphère d'activité, la transformation au niveau de l'agriculture sont les bienvenues en Côte d'Ivoire. Il y a une politique qui est vraiment développée dans ce sens-là. Au niveau de l'énergie, on a parlé tout à l'heure du fait que la Côte d'Ivoire était bordée d'eau. Donc, l'hydroélectricité, toutes les activités qui gravitent autour de l'hydroélectricité sont intéressantes. Et en ce qui concerne les ressources naturelles, on touche beaucoup au renforcement de capacités puis à la formation professionnelle. Les équipementiers sont bienvenus dans le secteur minier et toutes les valeurs ajoutées en ce qui concerne l'expertise dans les chaînes de valeur sont également les bienvenues au niveau du secteur des mines. Prochaine slide. Autre secteur d'importance, évidemment, j'ai parlé d'éducation et de formation professionnelle. Sécurité publique avec le show Africa Shield qui a lieu toutes les années, qui est un gros show en sécurité publique en Afrique et qui a lieu toutes les années en Côte d'Ivoire. La santé publique avec tout ce qui gravite autour des TIC, technologie de l'information et de la communication. Et puis, bien sûr, ne pas oublier le transport et puis les infrastructures. Tout à l'heure, j'ai parlé du réseau routier. Ce réseau-là a besoin d'entretien, a besoin d'entreprises, a besoin de l'expertise des entreprises du Québec en ce qui concerne le secteur des infrastructures. Donc, tout ça, ça peut être intéressant également comme activité. Prochaine slide. Alors, on va parler précisément du potentiel minier. On a choisi le secteur des ressources naturelles. On va parler du potentiel minier de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des ressources minérales riches et variées. Donc, on parle ici d'or, manganèse, nickel, bauxite, diamant. C'est plusieurs milliards de tonnes de métaux lourds qui sont inexploités. En l'occurrence, le fer, le cobalt, le chrome, la platine. C'est un cadre politique, légal et réglementaire favorable à l'investissement. Et puis, c'est un capital humain varié et de qualité. Donc, la prochaine slide, j'ai voulu montrer un peu tout ce qui gravite autour de la production minière en Côte d'Ivoire. Donc, les entreprises qui sont dans l'exploitation minière, qui gravitent autour de l'écosystème minier en Côte d'Ivoire, c'est quand même des grandes entreprises. Il y a des grandes entreprises canadiennes. On trouve ici Endeavour Mining, Barrick, Teranga, Roxgold. Donc, c'est quand même un environnement assez diversifié avec des grosses entreprises multinationales qui sont dans le domaine minier. Donc, si on veut y aller de manière plus concrète dans le secteur des ressources naturelles, les besoins qui sont identifiés, c'est au niveau des infrastructures géologiques et géophysiques, la cartographie géologique et structurale du pays. Ça, c'est intéressant également.
On a besoin de laboratoires d'analyse minérale pour les études et la caractérisation des formations géologiques. On a besoin d'aide en ce qui concerne les outils et les techniques de recherche. On a besoin de renforcement de capacités en ce qui concerne le cadre juridique, financier et fiscal. Il serait intéressant également de mettre en place des dispositions légales pour encadrer l'exploitation des minières souterraines, l'opérationnalisation, la réglementation d'échanges pour réduire les contraintes fiscales avec les investissements directs et puis adapter le code du travail aux spécificités du secteur minier. Donc, tous ces besoins-là dans le secteur des ressources naturelles ont été identifiés. Moi, je pense et nous pensons que le Québec a des entreprises qui sont capables d'offrir une certaine expertise dans tout ce qui est situé. Et puis, c'est un peu la raison aussi de notre présentation aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, il y a des opportunités qui sont intéressantes, il y a des progrès qui ont été réalisés. Donc, nous encourageons vraiment les entreprises à venir sur nos territoires et puis à venir investir sur nos territoires. Donc, ceci conclut ma présentation. Alain, je te repasse la parole. Oui, merci à tout le monde. Beaucoup, Hindou, puis merci à vous trois pour vos présentations qui ont été très intéressantes. Donc, nous passons à la prochaine section du webinaire. Donc, on a la chance de compter sur M. Jérôme Inoumani qui est un entrepreneur très actif en Afrique. Il va nous faire un témoignage et il sera accompagné également de Saindou et de Hotman avec qui il travaille déjà. Donc, c'est un peu l'objectif du webinaire, c'est de démontrer comment nos services d'accompagnement, autant au Québec qu'en Afrique, peuvent aider des entrepreneurs à se développer sur le continent. Donc, Jérôme, je te laisse avec mes deux collègues. Bonjour Jérôme. Oui, Je me permets de t'appeler par ton prénom, tellement on a échangé, on a conversé lors depuis le début en fait. Autant Saindou que moi, on a été agréablement interpellés pour Yulcom au niveau de ses intérêts pour nos marchés respectifs. Je passerai la parole peut-être à Saindou dans un premier temps, puis je viendrai… Merci beaucoup pour l'introduction, Othman. Donc, Jérôme, je te dirais, ma première question, ce serait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le potentiel des entreprises québécoises en Afrique? D'accord. Merci donc de me donner cette opportunité de partager ces informations basées sur notre expérience. Le potentiel, il est grand et il est diversifié. Pour me résumer, actuellement, l'Afrique est dans une phase de transition numérique accélérée. Mais les premiers investissements vont vers les infrastructures. Et le Québec, les entreprises québécoises ont cette expérience-là de déployer, de mettre en place ces infrastructures-là qui sont par exemple le déploiement de fibres optiques, des data centers et tous les écosystèmes du numérique. Et actuellement, ce potentiel-là, il est à la portée des entreprises québécoises parce qu'en plus de cette expérience, ils ont la langue qui leur facilite l'accès à ces marchés-là. Et pour terminer, vous deux qui êtes mes interlocuteurs en ce moment, vous avez tous fait le Québec et actuellement vous travaillez en Afrique. Donc, ce sont des relais très faciles qui sont accessibles aux entreprises québécoises pour leur permettre d'entrer sur ces marchés et profiter de ce potentiel. Merci beaucoup pour ces précisions. Puis, je suis sûr que beaucoup de participants se demandent quelle est la meilleure façon ou la meilleure stratégie à adopter pour une entreprise québécoise pour intégrer le marché africain. Des fois, ça paraît trop loin. Ton vécu est très parlant et ta réussite également sur le continent est très parlante. Donc, on est vraiment très curieux. Puis, je pense que beaucoup de participants aimeraient avoir ton input là-dessus. D'accord. Alors, il n'y a évidemment pas de stratégie miracle ou toute faite, hein, c'est vraiment du cas par cas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, les différents projets en Afrique exigent des entreprises qui sont quand même assez grandes, pas des petites entreprises. Et pour cela, je recommanderais plutôt de faire des groupements. Donc, des groupements, aller en groupement avec d'abord des entreprises québécoises pour pouvoir renforcer ses forces et voir éventuellement la possibilité de faire des groupements avec des entreprises locales. Et cela leur permettra d'avoir deux choses. Premièrement, partager les risques, diminuer les risques et aussi s'adapter à la culture locale dans le cas d'un groupement avec une entreprise locale. Donc, c'est quand même fondamental de savoir qu'en Afrique, les projets qui sont adaptés pour les entreprises québécoises sont des grands projets. Et ces genres de projets, ça prend des grandes entreprises. Et ce que vous pouvez remarquer aussi, les très grandes entreprises
québécoises ne sont pas beaucoup installées en Afrique ou ne s'intéressent pas au marché africain pour plusieurs raisons. Hein. Une des raisons, c'est que la plupart sont cotées en bourse. Donc, quand elles sont cotées en bourse, elles ne peuvent pas tout de suite ouvrir des bureaux facilement dans certains pays parce que, bon, il faut évidemment suivre certaines procédures, savoir si le marché est assez mature. Donc, ça, c'est un frein. Mais ça laisse la porte aux PME. Les PME peuvent facilement se déplacer, elles sont plus flexibles et je crois que si elles se mettent avec d'autres entreprises, elles seront capables de compétitionner avec les entreprises européennes ou asiatiques. Donc, c'est principalement vraiment la nécessité de trouver des partenaires pour être plus fort. D'ailleurs, là-dessus, je pense en Tunisie, il y a eu une très belle action, un très beau contrat qui a été réalisé, voire finalisé actuellement. Tout à fait, tout à fait. Dans ce projet, nous, on a travaillé avec CFE Tunisie pour développer, donc intégrer un algorithme pour l'évaluation du score d'accès au crédit aux entreprises. Et nous avons travaillé avec d'autres compagnies québécoises, notamment la compagnie Viden Analytics. Et cela était très intéressant parce que nos deux compagnies étaient complémentaires. Et ça nous a permis d'aller plus vite. Et on a eu, au-dessus de tout ça, on avait des idées qui étaient là, qui nous accompagnaient au niveau du métier, qui étaient déjà partenaires avec CFE Tunisie. On n'aurait jamais pu le faire seul. Et on n'aurait certainement pas eu ce mandat si nous n'étions pas en groupement avec d'autres compagnies. Donc ça, c'est un exemple qui prouve que les compagnies devaient chercher à trouver des partenaires. Et nous le faisons aussi au Maroc où on a la recherche de partenaires avec l'aide de la délégation. Donc je profite de remercier la délégation qui nous aide de façon très active quand il y a des appels d'offres, des appels à propositions, à trouver des partenaires locaux. C'est très important de connaître la culture locale parce que se lancer dans un marché où on n'a pas de partenaires locaux et qu'on ne connaît pas la culture, c'est très difficile de réussir. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce témoignage. Je pense que ça permet à tout le monde de voir qu'effectivement, investir en Afrique, c'est possible. Donc, je pense que le message que tu as passé a été assez clair et puis nous tenons à te remercier là-dessus. Hadi? Alors, on va faire la transition avec Ah notre oui, deuxième panel, je pense. excuse-moi, oui, Alain. Non, ça Oui, va, ça Alain, va. excuse-moi. Le La deuxième parole à toi. panel, donc, ce serait Kadi qui va revenir avec Philippe Bélanger, qui est installé au Sénégal depuis assez longtemps. Donc, je les laisse vous parler de son expérience et comment la délégation peut travailler avec Philippe et ses entreprises. Oui, à titre d'information, quand Alain dit assez longtemps, c'est vraiment assez longtemps parce que je pense que ça fait quasiment près d'une trentaine d'années que tu es basé en Afrique. Mais en plus d'être entrepreneur, tu es aussi avocat. Donc, ma question aujourd'hui, moi, que j'aimerais te poser, c'est sur le plan juridique, à quoi une compagnie qui veut se lancer en Afrique devrait-elle penser? Quels sont, disons, quelques points en 5 minutes, vu le temps qui nous a imparti, qui sont primordiales et auxquels une compagnie devrait penser? Effectivement, dans le monde de faire des affaires en Afrique, on peut en parler longtemps, mais il y a des choses qui doivent être analysées dès le départ. Mais j'oubliais de vous remercier d'abord de cette participation-là et de me permettre de communiquer un peu mon expérience avec le monde des affaires. Et quand on décide de se lancer à l'international comme ça, ben c'est souvent au début très, très motivant, très intéressant. On rencontre des partenaires où on a un nouveau contrat. Il faut prendre le temps d'analyser certains aspects et ne pas les oublier. Si on exporte, ben c'est relativement facile d'exporter en Afrique, mais il faut toujours s'assurer d'être payé avant que la marchandise parte, ou encore d'avoir les garanties de paiement d'une caution ou une lettre de crédit ou une garantie bancaire qui nous assure qu'on va être payé, soit de travailler avec EDC ou d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés par les entreprises québécoises. C'est important d'avoir cette assurance-là parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, si on exporte, je pense que les moyens sont là au Québec pour permettre aux entreprises québécoises d'exporter en Afrique de façon assez sécuritaire. Si on décide de s'installer, par exemple, avec un partenaire après avoir fait des missions commerciales, après avoir rencontré plusieurs personnes, et puis qu'on décide d'installer des choses sur le territoire, d'investir, ben là, il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, effectivement, beaucoup d'entreprises québécoises travaillent dans le secteur minier. Il y en a beaucoup au Burkina Faso, il y en a quelques-unes au Sénégal, etc. En Côte d'Ivoire, énormément aussi.
il y a des entreprises qui ne sont pas nécessairement des mines installées à la bourse, mais c'est des plus petites PME qui essayent de se prendre du marché dans le secteur minier. Que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, quand on s'installe, c'est important de d'abord regarder tous les aspects fiscaux des ententes qui sont faites entre les différents pays pour pouvoir organiser la structure corporative correctement puis au bénéfice des partenaires. Si on vient tout seul, c'est plus facile, ou si on s'associe avec un partenaire, à ce moment-là, il y a d'autres conséquences. Après, une fois qu'on a analysé ces éléments fiscaux-là et qu'on les a optimisés avec l'aide d'un professionnel dans le domaine, il faut choisir la meilleure structure corporative parce qu'il y a plusieurs choix en Afrique. De l'Ouest, on a un droit qui est principalement au niveau des affaires calqué sur le droit français, c'est l'OHADA. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent la société anonyme, avec ou sans conseil d'administration. Il y a d'autres qui utilisent la société par action simplifiée. Et donc, il faut choisir la bonne structure dès le départ. Troisième point, ce qui est important, c'est de ne pas oublier souvent un élément qui est négligé par les partenaires dans l'euphorie du démarrage, c'est de faire une convention d'actionnaires puis de s'associer correctement avec un contrat qui prévoit, malheureusement, comment ça se passe s'il y a une chicane, comment ça se passe s'il y a un décès. Mais toutes ces choses-là doivent être planifiées pour ne pas avoir de surprise dans le cours des affaires. Puis ça, c'est important en Afrique. Il y a un tissu juridique qui est là, qui s'améliore d'année en année, mais il faut assurément, dès le départ, pouvoir avoir un pacte d'actionnaires ou une convention d'actionnaires. Et ce que je suggère, la majorité des situations, ce qui est important, c'est d'avoir aussi une clause d'arbitrage pour éviter de passer à travers le processus des tribunaux qui est long, fastidieux et coûteux. Enfin, le dernier point, c'est de travailler en collaboration, par exemple, avec la délégation générale ou les bureaux du Québec pour essayer d'avoir des partenaires locaux au niveau de la comptabilité, de commissariat aux comptes ou encore les avocats, les notaires de référence. Donc, des gens qui ont déjà travaillé avec des entreprises que le Bureau du Québec connaît, qui ont une bonne réputation, qui peuvent aider les entreprises à avoir un bon fonctionnement local puis éviter les surprises qui, malheureusement, vont arriver, mais essayer de les diminuer le plus possible. Donc, pour certains, c'est toutes des choses qui vont de soi, mais il y a des éléments comme ça qui sont très importants dès le départ quand on décide de s'installer en Afrique. Il faut connaître On a l'avantage au Québec, par exemple, que le droit de l'OHADA a les mêmes origines du Code Napoléon. Donc, il y a énormément d'éléments dans le droit local dans l'Afrique de l'Ouest au niveau du droit des affaires qui sont similaires à ce qu'on connaît, nous, au Canada, au Québec. Donc, voilà. Et en tout cas, c'est très important de planifier tout ça. Puis, on est là pour aider les entreprises. Moi, comme vous l'avez dit, ça fait une trentaine d'années que je suis là. J'ai aidé à la création de plusieurs entreprises ou les aider en cours de chemin. Puis, je pense que le Bureau du Québec, il ne faut pas hésiter à les contacter parce qu'ils peuvent, à ce moment-là, vous mettre en relation avec les personnes ressources importantes pour régler les choses au niveau local. Voilà. Exact. Merci beaucoup, Philippe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, je vais encore me répéter, on est ici sur place pour être vos yeux et vos oreilles. Donc, si vous avez besoin d'informations, peu importe l'information, ça peut même aller jusqu'à Caddy, je suis en train de postuler sur un appel d'offres et je ne sais pas quel partenaire il y a sur le terrain. On peut regarder pour vous, défricher le territoire et vous donner cette information. Donc, Philippe, merci énormément pour ton témoignage. Et Alain, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Caddy. Donc, nous entrons dans le dernier droit du webinaire. On a reçu quelques questions quand même, mais j'aurais sûrement besoin de Philippe, Jérôme et Hotman pour lesquels j'ai reçu des questions un peu plus spécifiques. Mais peut-être avant de passer à ça, je vais y aller avec les questions d'ordre général. Donc, on me donne une question qui va être pour Philippe après. Donc, on me demande, est-ce qu'on peut mettre en relation les gens, les entreprises entre elles, ou comment faire pour avoir accès aux listes d'entreprises? Ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, donner des listes d'entreprises.
question de confidentialité avec nos clients. Mais lorsque des entreprises recherchent un partenaire spécifique, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut, dans notre réseau de contacts, aller voir ce serait qui le partenaire qui pourrait répondre à la demande de l'entreprise qui nous fait cette demande, et on contacte l'entreprise pour savoir si elle est intéressée à être mise en relation. C'est un peu la façon dont on travaille. Au niveau, on m'a demandé aussi comment trouver, est-ce qu'on aide les entreprises à trouver des distributeurs, notamment dans le domaine pharmaceutique. Ça, je pense que dans la liste de mes collègues, j'ai une personne qui s'appelle Rachel Banville, qui elle est responsable du secteur de la santé. Donc, à ce moment-là, je pense que je pourrais conseiller, ce serait d'écrire à Rachel, qui elle pourra vous donner le service approprié. Mais c'est quelque chose qu'on fait, oui, avec les délégations, en collaboration avec la délégation, mais vous pouvez contacter aussi. Ensuite de ça, peut-être je vais y aller avec Othman. Il y a deux questions pour Othman, donc je ne sais pas si tu es prêt. On me demande, est-ce qu'en Algérie, vous offrez un service de validation des clients, un, et deux, quelle est ton évaluation des risques politiques en Algérie? Donc, c'est deux questions. Dans un premier temps, je pense que j'ai déjà répondu dans le Q&A plutôt relativement à la recherche. Oui, des partenaires et mener une investigation, d'ailleurs à travers nos collègues d'Investissement Québec International et des conseillers sectoriaux. Nous pouvons effectivement valider cette information pour vous. Donc oui, la réponse est oui, absolument. Au niveau des risques politiques, alors c'est évident que les derniers jours ont été un petit peu intenses politiquement, particulièrement au niveau de l'Algérie, mais ceci dit, il y a beaucoup de secteurs qui se développent, beaucoup d'entreprises qui s'installent. Évidemment, le climat des affaires peut s'améliorer davantage. Il y a eu déjà une énorme avancée à travers dans le fond, le retrait d'une motion ou d'une loi qui faisait en sorte que les entrepreneurs qui venaient s'installer ou investisseurs qui venaient s'installer en Algérie étaient obligés de faire affaire ou d'avoir un partenaire algérien qui fasse partie de la diaspora ou pas, mais fondamentalement, il fallait que ce partenaire algérien détienne la majorité, à savoir 51% du capital, ce qui n'est plus le cas pour une bonne partie des secteurs, mais certains secteurs tout de même qui sont jugés sensibles demeure, cette particularité-là demeure. Donc, je dirais, de façon générale, le climat des affaires continue à s'améliorer. Nous espérons bien évidemment le maintien de ces efforts-là. Et pour répondre tout simplement, disons, le risque politique est potentiellement, disons, neutre. D'accord, merci. Une question peut-être pour Philippe. Évidemment, l'enjeu de la corruption est un ressort, toujours lorsqu'on fait des séminaires sur l'Afrique. J'aimerais ça que Philippe nous donne son point de vue là-dessus, comment il vit ça, pas seulement au Sénégal, mais je pense dans tous les pays où que tu couvres, là, je pense qu'il y avec ton expérience. Quel est ton point de vue à ce sujet? Oui, c'est effectivement, merci Alain. La corruption, c'est une question d'actualité depuis des années. Il y a beaucoup de pays qui se sont améliorés, mais c'est sûr que quand on vit en Afrique pendant pas nécessairement longtemps, on se rend compte qu'elle est pas mal encore dans tous les aspects de la société, pas juste dans le monde des affaires, mais à tous les jours, quand dans certains pays, la police vous arrête, c'est pour des contrôles inopinés, mais pour prendre un peu d'argent. Donc, elle est présente. Il faut faire attention. Je pense que les entreprises canadiennes ont des codes de conduite, ont des façons de travailler qui n'encouragent pas la corruption. Il faut éviter d'embarquer dans ce genre de choses-là, mais effectivement, c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui travaillent d'une façon très stricte par rapport à celui qui va jouer à ce jeu-là. Et ça peut devenir compliqué pour certains entrepreneurs. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans le domaine du textile, vous importez de la matière première, vous payez tous vos droits, vos taxes et sur l'importation. Votre compétiteur donne une petite enveloppe au douanier,
fait passer sa marchandise, ben, votre produit va se retrouver pas mal plus cher sur le marché que celui qui va avoir contribué malheureusement à ce système-là. Mais c'est une réalité, ça va de mieux en mieux, effectivement. Il y a des pays qui travaillent plus fort à régler ça, mais il faut faire très, très attention. Il ne faut pas porter le flanc là-dedans. Mais comme je l'ai dit, pour répondre à ta question, comment on vit ça, c'est que des fois, ça fait en sorte qu'il y en a qui ont plus de difficultés à faire passer leurs produits ou à l'importation. Quand on vend des services, c'est pas très grave, mais quand on importe des produits, parce que la douane, je parle de l'importation parce que la douane, c'est le poumon bien souvent des pays d'Afrique où là, tout passe et tout est taxé de façon assez importante. Pour le reste, ben, il y a tout ce qui est les affaires de tous les jours où ça peut être un peu plus long pour les gens qui vont passer par le chemin normal que pour ceux qui vont essayer de passer par l'autre chemin. Mais il faut être patient, puis il faut garder heureusement, c'est dommage pour ceux qui font les choses bien, mais c'est encore des fois un petit peu plus long à cause de ça. D'accord, merci. Donc aussi, par rapport à l'industrie des services, on nous dit qu'on en a peu parlé. Donc, il y a un participant qui nous demande qu'est-ce qu'il y en a des services d'architecture et d'urbanisme en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce que vous voyez des opportunités de ce côté-là? Je ne sais pas pour l'Afrique de l'Ouest qui peut parler, l'Afrique du Nord, je ne sais pas si cette semaine peut revenir également. Ça me fera plaisir de participer à la discussion dans la mesure où c'est évident qu'il y a des ordres d'architectes un peu partout. C'est sûr, quand on est architecte au Québec, par exemple, et qu'on veut faire affaire, disons, ailleurs qu'au Québec ou au Canada, c'est des fois un petit peu difficile. Ceci dit, nous avons travaillé dans le passé et nous continuons de travailler avec quelques firmes d'architectes qui sont très actifs plutôt au Maroc particulièrement. Alors oui, tout est possible, il suffit juste de faire la bonne conjoncture, en fait, de trouver la bonne conjoncture de façon à être en mesure de soumissionner sur des appels d'offres très, très, très consistants de plusieurs millions de dollars canadiens. Donc oui, absolument, tout est possible, il faut juste bien se structurer. Oui, je vais dans le même sens que Othman. Je dirais, bon, l'une des raisons, on a vu le temps qui nous est imparti, on n'a pas pu couvrir tous les secteurs d'industrie, mais définitivement, l'architecture, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, c'est très important dans nos pays. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, ben, c'est via les appels d'offres qu'il peut y avoir des opportunités, que ce soit les appels d'offres des banques de développement comme la Banque africaine de développement ou le FMI, ou carrément dans un cadre étatique, le plan national, le PND, plan national de développement de l'État de Côte d'Ivoire, où il y a carrément l'ensemble de tous les projets qui sont dans un horizon de 0 à 5 ans qui est accessible comme information. Et puis, en tout cas, on peut y accéder en répondant aux appels d'offres qui sont faits par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, oui, c'est possible. Il faut juste s'intéresser à qu'est-ce qui se fait. Il faut se documenter, il faut chercher. Et puis, encore une fois, ben, nous, c'est notre job. Là, on est là pour ça. Donc, c'est de passer à travers nous pour qu'on essaie de gratter, de voir qu'est-ce qui est faisable et puis de vous faire des propositions dans ce sens-là. Hadi? Ben, c'est exactement la même chose pour le Sénégal. Tout à l'heure, j'ai mentionné brièvement le plan du gouvernement qui consistait à réduire le gap qu'il y avait entre l'offre et la demande de logement. Donc, il va de soi qu'il y a beaucoup de potentiel qui s'ouvre dans ce domaine. Donc, comme l'a si bien dit Saindou, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fera les démarches nécessaires. D'accord, merci. En fait, il y a une question dans le chat qui va un peu dans le même sens. Une entreprise qui est en négociation avec 2 ministres de la Santé pour justement fournir des équipements. Et il nous dit, ben, en fait, ils ont des problèmes, des soucis financiers. En fait, ça nous ramène un peu à ça. Lorsqu'on fait affaire avec le secteur public, comme soit qu'on fasse affaire avec un ministère qui finance lui-même ses activités, on parle de fonds propres dans ce cas-ci, ou c'est le ministère qui a des activités qui sont financées par des institutions financières internationales, soit la Banque mondiale ou autre type d'institutions financières. Donc, dans ces cas-là, c'est à vous à voir, est-ce que c'est dans quel modèle vous vous inscrivez? C'est sûr que avec Philippe, on a vu tout à l'heure au niveau du paiement, c'est important lorsqu'on fait des affaires de s'assurer
d'être payé lorsqu'on fait des affaires. Donc, ça devient aussi une question de confiance. Il y a un aspect juridique là-dedans aussi. Mais dans les cas aussi par appel d'offres financés par les grandes institutions financières, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour avancer. Dans le cas des fonds propres, il faut être plus prudent, mais en même temps, il y a beaucoup de marchés qui se font directement avec les États sans passer par la Banque mondiale ou autre institution financière. Donc, une question peut-être pour Jérôme. Compte tenu, Jérôme, tu es québécois et aussi africain, donc et au niveau culturel, je pense que une question qui revient souvent, quels sont les principaux aspects culturels qui font en sorte qu'un Québécois peut se buter à des problèmes? Aspects culturels en Afrique. Donc, c'est important de voir ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, je pense, dans cette question. Oui. Effectivement, la question culturelle est importante dans les relations commerciales en général entre plusieurs pays, même à l'intérieur de l'Afrique ou à l'intérieur du continent américain. Pour le cas du Québec et de l'Afrique, je pense que l'élément essentiel, c'est de retenir qu'en Afrique, les relations humaines comptent beaucoup dans les relations d'affaires. J'ai pu le remarquer aussi en Asie, c'est à peu près la même chose. Quand vous êtes en affaires avec des entreprises africaines, c'est très important de développer d'abord le côté humain. Ils veulent savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous aimez dans la vie. C'est quand même important. Ils veulent savoir aussi que vous intéressez à lui en tant que partenaire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi ses priorités, c'est quoi ses enjeux. Ces éléments-là sont importants parce que ça permet d'établir la confiance. Alors, donc, ce n'est pas seulement une relation transactionnelle dans ce cas-ci, mais c'est une relation aussi humaine. Alors, donc, je crois que pour les entreprises québécoises, c'est très important de prendre encore ce paramètre-là. Et l'autre aspect culturel, je ne sais pas si je dois dire que c'est culturel, en Afrique, on dit qu'on a le temps. Alors, donc, nous, on aime dire pour rigoler, il faut manger la patience quand on veut faire des affaires en Afrique. Alors, il faut être très patient, c'est très important. Donc, je ne sais pas si je peux le prendre sous l'élément culturel, mais oui, la patience, apprendre à travailler avec l'Afrique, c'est apprendre à être patient. Ça, c'est le deuxième élément que je peux soulever. Sinon, tout le reste, l'Afrique, c'est un continent, c'est vaste, c'est difficile de synthétiser ou de mettre tous les pays dans un même lot. Voilà. Alain, votre micro. D'accord, c'est bon. D'accord. Donc, une autre question par rapport à l'Afrique de l'Est. Quelles sont les opportunités d'affaires en Afrique de l'Est? Donc, la question est très large. Donc, je pense qu'il faut, à partir d'un besoin précis, à ce moment-là, il faut voir le besoin, le secteur et le pays. Donc, à partir de ce moment-là, on peut voir avec l'ambassade concernée s'il y a un potentiel. Donc, la question est vraiment large dans ce sens-là, mais il y a quand même des réseaux qui existent en Afrique de l'Est qui offrent quand même beaucoup d'opportunités pour les entreprises québécoises. Donc, ici, on demande par rapport à une étude de marché au Sénégal, je pense que la réponse est de contacter Kadi ou Saliou, en fait. Saliou Sec qui travaille avec Kadi, qui en fait sont deux attachés à Dakar, donc c'est important de le mentionner. Donc, ce serait de communiquer tout dépendant du secteur d'activité. C'est là qu'il faut voir par rapport à nos secteurs prioritaires, soit communiquer directement avec nous, avec le responsable sectoriel, pour voir un peu, mais par la suite, aller sur le terrain avec soit Kadi ou Saliou au niveau de la délégation générale du Québec à Dakar. Donc, il y a aussi une question encore plus juridique qui revient pour Philippe au niveau du processus d'arbitrage. C'est revenu à deux reprises cette question. On voudrait savoir un peu plus comment se préparer à ça, un processus d'arbitrage, ou comment l'éviter peut-être, je ne sais pas. Oui, par rapport à l'arbitrage, c'est la raison que je pense que c'est important de mettre ça, puis c'est pas juste en Afrique, mais à bien des endroits dans le monde, même au Québec, beaucoup de personnes utilisent ce processus-là dans l'établissement de leur convention d'actionnaire ou dans le processus de gestion de leur entreprise. C'est que s'il y a un problème entre les partenaires, on décide déjà à l'avance d'utiliser des arbitres pour régler le conflit, de ne pas aller devant les tribunaux. Donc, en intégrant une clause d'arbitrage dans le pacte d'actionnaires ou la convention d'actionnaires, on évite d'aller devant les tribunaux qui sont souvent coûteux et souvent très longs. Parce que quand il y a un conflit entre les partenaires, malheureusement, quand les partenaires sont en train de se chicaner, souvent c'est l'entreprise qui en paye le prix. Et donc, pour aller plus vite,
on décide à l'avance de sauver du temps et de l'argent et de dire, bon, nous, si on a un problème, on va aller soit au tribunal d'arbitrage local, ça peut être à Dakar, ça peut être à Abidjan, soit au tribunal d'arbitrage à Paris ou à Montréal. Et puis, c'est là qu'on va régler nos conflits qui vont être réglés avec une procédure qui est beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteuse et qui va nous amener une décision finale que les deux parties vont décider à l'avance d'accepter, ce qui va souvent sauver beaucoup de temps et d'argent à la compagnie. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Une question pour Jérôme. Est-ce que tu avais terminé, Philippe? Oui, merci. OK, d'accord. Une question pour Jérôme. Une question précise. On demande si vous êtes installé en Afrique et comment a débuté votre aventure sur le continent? D'accord. Merci bien. Oui, nous sommes installés en Afrique. Actuellement, nous avons des bureaux dans 5 pays, hein, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Mali, au Niger, et on se prépare pour l'ouverture d'un bureau au Bénin. Mais au-delà de ça, nous sommes actifs dans plusieurs autres pays en Afrique où nous n'avons pas de bureau. C'est le cas de l'Afrique du Sud où on participe à des appels d'offres en Afrique du Sud, à Johannesburg et puis un peu à Pretoria. Au Cap aussi, on a des partenaires là-bas avec qui on participe à des appels d'offres. On a aussi en Éthiopie, beaucoup plus pour toutes les organisations internationales qui siègent à Addis Abeba, incluant l'Organisation de l'Union africaine, et aussi au Maroc, évidemment, en Tunisie, où au Maroc, on a déjà travaillé avec le secteur bancaire, en Tunisie aussi le secteur financier, et en Guinée, où on participe aussi à plusieurs appels à propositions. Alors oui, on touche pratiquement à toutes les régions de l'Afrique maintenant, à ce jour-ci. D'accord, merci. Peut-être une dernière question, peut-être s'il n'y en a pas d'autres, c'est peut-être qui est plus général. Si pour Jérôme également, et Philippe, peut-être, vous êtes nos deux entrepreneurs en résidence. Si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut faire affaire en Afrique, ce serait quoi? Philippe, vous voulez commencer? Non, vas-y, Jérôme, je te laisse la parole. D'accord. Moi, je pense que le premier conseil, je l'ai déjà dit, c'est de manger la patience. Comme on le dit pour rigoler, il faut être patient. Parce que les choses prennent du temps. Il y a la lenteur administrative. Il y a aussi le fait que beaucoup de services ne sont pas digitalisés. Ça devait être une raison pour que nous, on ait beaucoup de travail, évidemment. Si on digitalise beaucoup de services publics, c'est sûr que ça va accélérer les procédures. Et puis, les appels d'offres, par exemple, c'est très lent. La petite histoire, nous, on a eu des appels d'offres, on a dû attendre 2 ans avant de voir le dénouement. Alors, c'est comme on aime le dire, c'est dangereusement long parce que vous avez le temps de passer à autre chose. Et puis, les processus pour se faire payer aussi, souvent, c'est lent, dû à plusieurs impératifs. Donc, en somme, à toutes les étapes, ça demande un peu de patience. Il faut s'y adapter, quoi. Quand on s'y adapte, évidemment, on est moins frustré et puis on compose avec ça. Mais sinon, c'est difficile, effectivement, quand on n'est pas patient. C'est donc le principal conseil, c'est soyez patient quand vous allez en Afrique, mais tout ira bien. Merci. Philippe? Je pense que Jérôme a vraiment mis le doigt sur le point important parce qu'effectivement, je pense que c'est un trait régional où il faut s'armer de patience dans tous les domaines. Mais je pense qu'une autre chose qu'on pourrait ajouter qui va avec ce point-là de la patience, c'est d'avoir beaucoup de résilience et d'essayer de faire un peu de méditation, de ne pas trop stresser, parce qu'effectivement, avec cette lenteur-là, à tous les niveaux, comme Jérôme l'a expliqué, bien, souvent, ça fait monter le stress. Et puis, il faut s'armer de cette patience-là, mais aussi de ce qui va avec, c'est-à-dire d'essayer d'accepter que souvent, ça ne se passe pas comme ça se passe chez nous, dans tous les aspects. On ne peut pas exiger, par exemple, si tu vas faire un dépôt à la banque, que ça prenne 5 minutes. Des fois, ça peut prendre 1h30, puis tu te demandes pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, il faut accepter, faut accepter de penser pas nécessairement comme on est habitué de penser. Avec cette patience-là et un peu de résilience, ça va aller. Comme Jérôme l'a dit, ça peut aller.
Alors, merci. Donc, ça tire à sa fin. Anaïs, je te redonne la parole. Merci beaucoup, cher conférencier. Merci à tout le monde. Je pense que vous avez donné des informations vraiment pertinentes pour nos participants. Je tenais une nouvelle fois à m'excuser pour ce qui s'est passé concernant le petit glitch au niveau du son. Mais écoutez, c'est ça de faire affaire à l'international. Donc, le webinaire touche malheureusement à sa fin. Je tenais une nouvelle fois à remercier nos conférenciers, nos participants, Investissement Québec International, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à nos activités. Donc, chers participants, sachez que dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel avec les coordonnées de nos attachés, ainsi que les présentations. Le webinaire est enregistré. Il sera rediffusé dans les prochains jours sur la page web de l'événement. Donc, merci à tous. Puis, je vous souhaite tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir.